direct, rendez-vous instantané sur on les voyait de Saint-Rambert, de bois de charbon à l'eau. On les croisait de Saint-Nazaire, chargés de sel, moins blanc que gris. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur Facebook Live, sur France 3, Centre Val-de-Loire, pour vivre, vous le voyez, cet événement exceptionnel. C'est la 8e édition du Festival de Loire que l'on va partager ensemble pendant plus d'1h15. Merci en tout cas d'être avec nous. N'hésitez pas à commenter, à partager vos avis, puisque vous le voyez, la grande parade pavoisée pour cette 8e édition a commencé. Plus de 700 mariniers sont présents, plus de 200 bateaux nous font le plaisir d'être avec nous, avec des invités d'honneur qu'on aura l'occasion évidemment d'évoquer dans quelques instants. Avant cela, vous la connaissez évidemment, elle est présente tous les jours dans 9h50 le matin sur France 3 Centre Val-de-Loire. C'est Héloïse qui est avec nous depuis les quais, depuis le quai du Châtelet. Héloïse, où on va découvrir avec vous évidemment tous les savoir-faire, les traditions et l'artisanat local. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Effectivement, je ne suis pas très loin de vous, mais j'ai le privilège de déambuler avec toute cette foule sur les quais de Loire. Alors c'est sur ces quais qu'on a déchargé des tonneaux de vin, du sel à la grande époque de la marine de Loire. Et c'est ici qu'on essaye de vous faire revivre justement un petit peu tous ces métiers qu'on a pu découvrir à l'époque. Je vais vous emmener un petit peu partout, on va déambuler. Et on va se retrouver dans quelques instants avec grand plaisir. Deux grandes figures ici de la marine de Loire sont avec nous sur ce plateau. Vous le voyez, hein, qui surplombe ici le fleuve royal. Bertrandé, vous n'allez pas dire le contraire. Évidemment, vous êtes marinier, grand passionné depuis de longues années. Tout à fait. Bienvenue sur la rivière de Loire pendant ce festival. Merci à vous. Merci. Et à vos côtés, donc, on a Françoise de Persson. Vous êtes historienne, spécialiste de la navigation de la Loire et directrice des éditions La Salicaire. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, la Salicaire? La salicaire, c'est une jolie fleur qui est mauve, qui fait des grandes hampes le long de la Loire. Donc ça vous a inspiré? Je trouvais que ça symbolisait la Loire. Et donc, comme effectivement je suis historienne de la Loire, ça m'a beaucoup plu et ça plaît au public. Alors je tiens entre les mains ici cet ouvrage que vous avez réédité cette année, Batelier sur la Loire, la vie à bord des chalands, paru il y a plus de 20 ans. Vous y avez ajouté de nouveaux éléments? Oui, j'ai bien sûr réactualisé le livre avec... j'ai réactualisé des chapitres sur le sucre. Parce que ici, il y avait une activité sucrière très importante. Oui, il y avait, à la veille de la Révolution française, il y avait 23 raffineries. Et donc, le sucre venait des Antilles. Donc, ça alimentait énormément de cargaisons depuis Nantes. Qu'est-ce que vous avez découvert en fait depuis ces 2 décennies qui se sont écoulées depuis l'apparition de cet ouvrage en 1994? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez corrigées, par exemple? Oui, j'ai corrigé, j'ai beaucoup enrichi avec le commerce, parce qu'on parle beaucoup de batellerie, mais la batellerie, ça n'existe que par le commerce. Et donc, j'ai découvert l'ampleur du commerce orléanais, qui est non seulement drainer la Loire, mais aussi venir des produits de la Méditerranée, des Antilles, de Paris, qui exportaient vers Paris. Et donc, j'ai trouvé vraiment une autre dimension, et que la batellerie, ça ne va pas sans le commerce, et le commerce ne va pas sans la batellerie. Alors vous y avez ajouté beaucoup d'éléments, notamment de l'iconographie, puisque c'est vrai que c'est dans l'air du temps. On demande à voir évidemment ce que l'on décrit dans des livres historiques. Quelles recherches vous avez effectuées pour que l'on puisse se rendre mieux compte finalement de cette batellerie et de cette marine de Loire? Effectivement, j'ai refait toute l'iconographie et j'ai fait de nombreuses découvertes
beaucoup d'iconographie peu connue ou inédite, des choses qui m'ont été signalées dans les archives, avec des jolis dessins à la plume, avec des trains de bateau, des petits personnages qui s'engravent sur la Loire. Et donc, effectivement, ça rend le livre encore beaucoup plus vivant que le précédent. Alors Bertrand, vous l'avez lu, ce livre, vous ne pouvez pas dire non, évidemment. C'est notre Bible et je remercie toujours Françoise parce que nous, on passe notre temps à être sur l'eau, à avoir les mains dedans. On cherche comment il faisait, parce que nous, on a des moteurs, on est des petits joueurs, mais comment il faisait à l'époque où il n'y avait pas de moteur que des bouts de bois et des torchons. Et ben, grâce à Françoise, c'est vrai qu'on a souvent contact et puis on va chercher dans les livres pour essayer de trouver les techniques. Voilà, et puis surtout de perfectionner ce qu'on transmet aux gens, puisque dans notre métier de bateau à passagers, on est des transmetteurs de la mémoire de la rivière pour la comprendre aujourd'hui, comprendre la ville, comment elle est bâtie, mais surtout comment on peut faire évoluer cette rivière, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va devenir, et on a des choses et des enjeux qui sont considérables et qui doivent se passer maintenant. Et c'est important évidemment de lire le passé pour appréhender l'avenir plus sereinement. On va d'ailleurs évoquer ces métiers aussi à l'intérieur de votre ouvrage et puis très naturellement dans de nombreux sites ici qui évoquent la Marine de Loire. Je pense au musée qu'on aura l'occasion de mettre en lumière un peu plus tard dans cette émission. Avant cela, on va rejoindre Héloïse puisque Héloïse va s'intéresser à deux métiers, en particulier la gravure sur batte et le cordage. C'est cela, Héloïse. J'imagine que vous allez vous essayer un petit peu au cordage. Oui, je vais essayer, Jérémy. Vous parliez de replonger dans le passé, c'est exactement ce qu'on va faire. Regardez, ils sont à l'ouvrage, nos mariniers, nos marinières aussi, puisqu'on a des dames, merveilleux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous fabriquer de beau? Eh bien, je suis après sculpter un battoir. Notre association a repris les us et coutumes de la batellerie ancestrale. C'est-à-dire que quand les mariniers, quand il n'y avait pas de vent, ils sculptaient des battoirs pour leurs belles. C'est quand ils s'ennuyaient, en fait, qu'ils devenaient artistes. Pas quand ils s'ennuyaient, quand il n'y avait pas de vent. Et puis pour passer le temps, eh bien, ils sculptaient des battoirs. Alors il faut dire que le battoir avait une signification. C'était un outil qui était pour la lessive, bien sûr. Mais quand le battoir était sculpté, il l'offrait à sa belle, à sa promise. Et si elle acceptait le battoir, c'est qu'elle acceptait de devenir sa femme. Voilà, c'était un gage d'amour, c'est une bague de fiançailles, si on va aller par là. C'est un peu encombrant comme bague de fiançailles, mais... et vous travaillez avec quoi? En fait, vous sculptez directement dans le bois, avec des tout petits engins, en fait, des tout petits instruments. D'accord. Simplement au couteau, donc on a repris vraiment les us et coutumes ancestrales, on grave tout au couteau. J'imagine qu'ils gravaient avec ce qu'ils avaient sous la main, donc leur couteau. Avec ce qu'ils avaient sous la main, leur couteau, un bout de planche, un bout de bois, voilà, qui donnait différentes formes. Alors en fonction des régions, vous avez différentes formes de battoirs. Et puis également, nous avons fait des caisses de mariniers, des cassettes de mariniers, qui servaient à mettre les papiers, les objets plus ou moins précieux dedans. Nous avons fait des boîtes à sel. Alors tout ça c'est fait dans du peuplier, le peuplier qui a été coupé par les castors, qui est l'emblème de... Vous utilisez le bois en fait qui est abîmé sur les bords de Loire en fait. Voilà qu'on pouvait trouver sur les bords de Loire. Et puis c'est un bois qui est assez intéressant puisqu'il n'y a pas de résine dedans, notamment pour conserver le sel. D'accord. Le sel est toujours sec. Voilà, très bien. Très bien. Merci beaucoup, je vous laisse continuer un petit peu. Je sais qu'il y a un peu de cordage à côté, c'est ça, on est en train de fabriquer une corde, c'est ce que vous êtes en train de faire ici? Voilà, c'était pour faire voir un petit peu comment on fabriquait dans le temps ces cordages. Vous fabriquez ses propres cordages aussi? Voilà, qui servaient évidemment au bateau et à autre chose, mais essentiellement au bateau, quoi. Eh ben, on va s'y mettre, allons-y. Alors, ça se fait à 3, effectivement. Et donc... vous avez déjà démarré l'ouvrage, hein? Démarré, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors là, on a fait les taurons. Maintenant, on va passer le mets entre les taurons. C'est ça, le mets? Le mets, voilà. Les quatre rayures. On a commencé à faire une corde avec 4 brins. Donc, on fait toujours avec 4 brins? Nous, on peut faire 6 brins. Ça dépend ce qu'on veut faire de la corde. Là, on fait des cordes qui peuvent résister à 250-300 kg. Et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, les deux en même temps. Allez-y. Merci. Vas-y, Jean-Loup. Tourne. Voilà. Allez-y, tournez. Oui, effectivement, on est en train de voir la corde qui est en train... En fait, ça démarre à partir d'ici. D'accord.
ça va avancer petit à petit, ça va progresser comme ça. Et ben super, merci beaucoup pour cette démonstration. Je suis sûre qu'il y a plein de curieux autour de nous qui vont vouloir voir la suite. Voilà Jérémy, je vous dis à tout de suite. Ah oui, vous voyez, moi je fais mieux que vous, hein. J'ai déjà réalisé ce nœud et ce cordage en très peu de temps. Bertrand, merci de me l'avoir appris. Vous faites ça vous justement sur votre bateau, la Stern? Pas du tout. Nous, on a 3 nœuds de base qui nous servent à s'amarrer et on se concentre de ça et il faut que chacun sache les faire correctement pour que quand on arrive derrière, c'est des nœuds standards et il ne faut pas se tromper. Et François, vous êtes intéressé à ce sujet dans votre ouvrage, le cordage? Alors, les cordiers étaient très très importants parce que les cordages, il faut les changer sans cesse. Et donc c'est des dépenses pour les bateliers très très importantes. Et donc c'était un métier indispensable en fait dans cette souvent, chaîne. Les bateliers avaient des dettes envers les cordiers parce que ça leur revenait très cher. Il y a beaucoup de métiers justement qu'on valorise ici au Festival de Loire d'Orléans, notamment les vinaigriers. On va en parler avec vous Bertrand, puisque vous êtes un passionné de Marine de Loire. Vous êtes aussi donc membre de la prestigieuse famille de vinaigriers d'Essaux. C'est devenu un véritable mode de vie en fait pour vous la Marine de Loire, alors que initialement vous vous prédestiniez plutôt à faire vous avez fait d'ailleurs une première année d'études en ophtalmologie. Pourquoi on passe finalement, dites-moi un petit peu, de la science des yeux à la longue vue? Mais vous avez un lien avec les RG, c'est pas possible. Il a été cherché loin. Mais non, oui, moi j'avais commencé des études plus scientifiques et puis j'avais besoin d'être sur le terrain. Et puis quand on habite Orléans, quand on est sur la Loire, à une époque où on commence à enlever les voitures, etc., qu'on a appris à pêcher et à naviguer sur la rivière du Loiret, la petite Loire. Qui est au sud en fait, d'Orléans, ici, à quelques Olivet, kilomètres d'ailleurs. Tout à fait. Et ça résonne quoi. Voilà, c'est vrai que moi j'arrive d'une famille de vinaigriers depuis 1789 à Orléans. Mais qui vous a transmis en fait cet amour en fait pour la Marine de Loire? Ce sont vos gènes finalement. Mes gènes, mais franchement, c'est des choses qui résonnent. Et puis j'ai eu la chance avec mes grands-parents, mon grand-père qui m'a appris à faire du bateau, etc. Ma grand-mère d'Essaux qui me parlait, qui nous racontait les histoires de vinaigriers en disant mais n'oublie pas mon petit garçon que pour faire un bon vinaigre, il faut du bon vin. Et Martin Pourret aujourd'hui nous dit la même chose. Mais quel héritage vous gardez justement de cette grande famille de vinaigriers d'Essaux? Mais moi je suis plutôt pas forcément dans l'industrie, je suis sur la Loire. Je préfère être va-nu-pied sur le bateau qui va emmener les tonneaux à Paris plutôt que d'être dans les bureaux. Et c'est quelque chose. C'est notre dernier espace de liberté, cette Loire. On est en train de se battre pour pas qu'on nous la taxe, pour qu'elle puisse rester libre de passage. Et on a un tel bonheur à partager, et quand on emmène les gens sur nos bateaux à passagers, mais c'est instantané. Et c'est ça qui m'interpelle. Alors aujourd'hui, vous avez une anecdote aussi assez étonnante concernant ce Festival de Loire, parce que vous le suivez depuis le début. Et j'ai lu quelque part que vous avez tout fait en 2009 pour le sauver, parce qu'il a failli être annulé, ce Festival de Loire. Vous aviez fait une découverte assez étonnante. Alors, j'ai pas fait une découverte étonnante, c'est quelqu'un qui est arrivé au festival avec quelque chose dans les mains en disant Bertrand, j'ai trouvé un truc au bord de la Loire sous le Pont-Royal pour mettre dans tes tables le musée du Guérouet. Et quand j'ai déballé, c'était une grenade quadrillée. Donc là, il y a eu un gros... J'ai dit, mais t'es cinglé, qu'est-ce que tu fous avec ça? Donc j'ai pris contact rapidement avec la police nationale et là, ça s'est passé, ça a failli être instantané. Les gars ont dit, attendez, on annule, on met un périmètre de sécurité, on évacue tout sur 100 mètres sur 100 mètres. Donc vous êtes le sauveur du festival de Loire d'Orléans. J'ai juste pris la grenade, je me suis fait engueuler, j'ai pris mon bateau et je suis allé la mettre en lieu sûr au milieu de la Loire. Et les démineurs de Versailles sont venus très rapidement. Il y a eu un gros boom, personne ne s'est rendu compte et la Loire a continué de couler. Alors il n'y aura pas de boom à présent avec Héloïse, il y aura de belles découvertes puisqu'avec elle, vous savez, depuis tout à l'heure, nous sommes au cœur de cette manifestation ici, quai du Châtelet à Orléans. Héloïse, à présent, qu'allons-nous découvrir avec vous? Parce que je sais que vous parcourez très aisément, en fait, même malgré le public évidemment qui est très présent aujourd'hui, ces allées ici qui présentent une multitude d'activités. Oui, effectivement. Et alors là, c'est triple combo, j'ai envie de dire, parce qu'on a un peu de vannerie. On a un monsieur qui est en train de fabriquer un filet de pêche. Ça, c'est toute une première partie des activités. Et puis, je sais pas si vous sentez là où vous êtes, mais ça sent un peu le fumé, non? Et c'est normal, c'est parce qu'on est en train de fumer du poisson. Vous voyez, il est en train de faire une petite démonstration.
c'est en train de se faire. A priori, je crois que c'est un... Bonjour, c'est un saumon, c'est ça que vous êtes en train de nous préparer. Alors dites donc, il n'est pas de la Loire, ce saumon. Il n'est pas de la Loire, nous les protégeons. Il faut que tout le monde se rende compte que nous pouvons réintroduire le saumon, au même titre que dans la Gironde, ils ont su réintroduire, et nous aurons du caviar français un jour. Ah, d'accord, c'est une sorte de militantisme que vous essayez de faire passer au travers. Passionnés, nous sommes avant tout des passionnés. Là, l'objectif est de montrer comment conserver des aliments sans électricité. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Tout à fait. Les mariniers avaient les mêmes problématiques que les gens qui habitaient dans les maisons rurales. Donc ici, le saumon est resté 3 heures en salaison. Il a été rincé et nous allons le laisser 4h30 à 5h dans le fumoir. Et c'est un fumoir qui a l'air un petit peu, enfin, comment dire, fait de briquet et de braque, non? On va dire que c'est un fumoir développement durable, c'est de la récupération, du recyclage. Pensez-vous, les mariniers, ils faisaient un trou dans le sable, ils utilisaient les voiles et ils fumaient les aliments lorsqu'ils attendaient le vent. Ils étaient payés au kilomètre marchandises, donc ils étaient obligés d'avoir de la nourriture pour travailler 20 à 22 heures par jour. La Loire leur donnait à la fois le gibier aux alentours et les poissons qu'ils pêchaient régulièrement. Leur façon de le conserver était de le fumer. Donc là, on a vu le sel qui est là sur le... C'est quoi? C'est le préalable en fait avant tout fumage? Oui, alors les pays riches possèdent le sel, l'huile pour commencer à cuire. Donc nous avons mis le saumon 3 heures en salaison ce matin, entièrement recouvert de gros sel. Il a été nettoyé, brossé, rincé et après nous le mettons 4h30 à 5h dans le fumoir. Ce qui permet d'avoir un produit qu'on peut conserver 2 à 3 semaines. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a du monde qui attend un petit peu votre démonstration. Du coup, moi, je vais vous laisser travailler. Et puis, moi, je vous donne surtout rendez-vous dans un instant parce que nous allons démarrer notre émission spéciale que vous pourrez voir si vous êtes devant votre télé à 17h55. Mais si vous restez avec nous tout de suite maintenant sur Internet, eh bien, vous allez pouvoir la voir en avant-première, notre grande émission spéciale ici, en direct du Festival de Loire. Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble durant près d'une heure pour vivre la grande parade pavoisée de la 8e édition du Festival de Loire à Orléans. Plus de 700 mariniers sont présents et dans quelques instants, vous allez assister au ballet de plus de 200 bateaux. C'est le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. Alors, embarquez avec nous sans plus attendre sur France 3 Centre-Val de Loire. Il tombait la gare en passant le bon chien. J'ai mouillé dans la Loire, mon excellent devin. J'ai mouillé dans la Loire, mon excellent devin. Le manche de ma guitare vient serré dans ma main. Comme le lit de la Loire. Et voilà, vous le voyez, nous sommes quai du Châtelet à Orléans pour vivre cet événement ensemble, accompagné, vous l'entendez, de cette musique et de ces chants traditionnels de la marine de Loire. Le public est au rendez-vous, vous regardez justement ce défilé de bateaux qui est sous nos yeux ici, puisque notre plateau surplombe le fleuve royal évidemment que l'on va découvrir tout au long de cette émission avec Benoît, qu'on va retrouver dans quelques instants, et puis aussi avec un visage que vous connaissez bien sur France 3 Centre-Val de Loire chaque matin à 9h50, c'est Héloïse Brusa qui va nous faire vivre l'événement d'une manière un peu particulière, puisqu'elle va être au contact des artisans, des producteurs, parce que on le sait, elle aime déguster les produits du Centre-Val de Loire. Héloïse, bonjour. Bonjour Jérémy, j'ai surtout la chance d'être au cœur de la foule parce que c'est ici que ça vit, Jérémy. C'est sur ces quais que les gens en déambule viennent admirer cette superbe parade. Et effectivement, un peu comme moi, ils papillonnent de ci, de là parce qu'il y a tout un tas de métiers à découvrir, il y a tout un tas d'artisans à découvrir, des mariniers. Et donc, ça va être ma mission du jour, effectivement. Je vais vous emmener un petit peu partout. Une très belle mission, vous avez beaucoup de chance. Et celui qui est encore plus chanceux, c'est Benoît Bruer qui va tout au long de cette émission
évidemment parcourir, je le disais à quelques instants, le fleuve Royal depuis certains bateaux. On entend les chalands, les tout cabanés, les futreaux. Peut-être que vous perdez un petit peu justement parmi tous ces noms de bateaux de la marine de Loire. Eh bien, vous allez le voir à la fin. On saura tout avec vous, Benoît. Ah oui, parfois je me trompe un petit peu, Jérémy. Je suis un privilégié. Et Louise a de la chance, moi je suis un privilégié. Je suis à bord de l'atelier bateau avec Denis aux commandes. On le verra un petit peu plus tard dans l'émission. On va vous faire vivre cette grande parade sur la Loire, le fleuve Royal, entre le pont Georges V, le plus à l'ouest, et le pont Tina à l'est d'Orléans. 200 bateaux sur l'eau. Il y en a seulement quelques-uns qui sont restés à quai. J'ai quelques surprises pour vous, Jérémy. Bon, on l'espère. Évidemment, on va vivre tout ce foisonnement artistique, culturel avec Yves Dupont qui va être avec nous durant toute cette émission. Vous êtes marinier et conseiller spécial à la mairie d'Orléans pour le Festival de Loire. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Virginie Boyer, vous êtes responsable du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire ici à Orléans. Il y a une histoire très riche. On parlera notamment de ces façades qui sont face à nous dans quelques instants. Avant cela, Yves, le festival est devenu, on le sait très bien, depuis quelques années, un rassemblement européen de la marine fluviale. C'est la 8e édition qui rend hommage à ce fleuve royal que l'on découvre avec plaisir en y proposant depuis mercredi un programme joyeux et festif. Comment vous avez imaginé cette édition 2017 ? La Loire, toujours la Loire, mais pas que. Parce que la Loire toute seule, ça deviendrait vite rébarbatif. Et ce qui fait le succès du festival, c'est que nous invitons à chaque festival, tous les 2 ans, un fleuve, un pays, une région. Cette année, c'est l'Espagne avec l'Èbre, un fleuve qui a un peu les mêmes caractéristiques que la Loire, des fonds bas, des étiages importants, donc des bateaux qui ont les mêmes problématiques de navigation. Et c'est ce qui fait la force de ce festival, c'est de l'emmener sur le plan européen et puis d'amener ici des mariniers qui peuvent comparer avec nos mariniers de Loire, leur manière de naviguer, leurs bateaux, la façon dont ils les construisent et toute leur culture. Alors justement, nous sommes allés sur place grâce à Rebecca Benbourek et on va découvrir ce fleuve qui trace une grande tangente du sud des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Nous sommes allés dans une ville à proximité de l'embouchure et comme ici, vous allez voir que les habitants sont vraiment attachés à leur fleuve. C'est le plus puissant des fleuves espagnols. L'Èbre, un cours d'eau de 928 km de long, il traverse l'Espagne d'ouest en est pour se jeter dans la Méditerranée. À Tortosa, près de l'embouchure, les Catalans vivent aux côtés de l'Èbre depuis des siècles. Dans les halles, juste en face de l'eau, nombreux sont les amoureux de ce fleuve majestueux. Je pleurerais pour le fleuve. Enfant, nous avions l'habitude d'y aller goûter. On n'y mettait pas un doigt d'orteil dedans car le fleuve est dangereux. Mais l'Èbre, je l'aime et ceci, je le dis en catalan. Au XXe siècle, la navigation était encore possible entre la mer et le fleuve. Une époque où l'on voyait toutes sortes de bateaux. Les muletas à fond plat pour le transport de marchandises et de passagers, les barques catalanes pour la pêche, ou encore le barquet de Perxar pour la navigation dans les eaux peu profondes du delta. Des embarcations traditionnelles, un peu de la vibrante Espagne, visible aujourd'hui sur le fleuve Royal. Voilà, au lieu de naviguer sur les 928 km de l'Èbre, il navigue ici lors de cette grande parade, évidemment, qui vient de commencer il y a quelques instants. Autre invité d'honneur, vous le disiez il y a quelques instants aussi, Yves, donc c'est le Pertuis charentais, ou plutôt les Pertuis charentais. Tout à fait. On s'aperçoit qu'en France, on a un patrimoine que tout le monde connaît, mais que personne, je dirais, n'a envie de découvrir. Alors la Charente, tout le monde connaît, tout le monde a été sur les bords de l'Atlantique, mais c'est un tas de petites rivières, ce qu'on appelle les pertuis. Vous avez la Charente, mais vous en avez d'autres, et qui permettent à des bateaux aussi, avec les marées, de naviguer avec des fonds très plats. Et ces bateaux sont là présents, alors qu'on ne les remarque pas perdus dans cette immensité maritime. Ici, sur la Loire, ils ont toute leur place. Alors on a une carte pour situer les Pertuis charentais, parce que c'est entre l'île de Ré et l'île de Léron. Rochefort, Léron, voilà, toutes ces rivières qui remontent, où il y a beaucoup, il y a une véritable industrie, l'ostréiculture, c'est important, et c'est ça qu'il est important de montrer, c'est qu'ils ont adopté leur style de navigation
qui peut se transposer aussi sur la Loire, qui est un fleuve qui accepte les... Ici, il faut dire que la Loire, là actuellement, nous avons au plus bas niveau 50 cm d'eau et tous les bateaux naviguent. C'est pour vous montrer que les bateaux que l'on a fait venir ont exactement les mêmes capacités de navigation que tous ces bateaux que l'on fait venir d'ailleurs. Donc des bateaux à fond plat qui peuvent passer dans des fonds très peu profonds. Comme sur l'Èbre, on l'a vu il y a quelques instants dans le reportage. Le delta de l'Èbre est ensablé et ne permet pas la communication entre la mer et le fleuve. Et seulement des bateaux à fond très plat peuvent naviguer. Et d'ailleurs, on va rejoindre Héloïse. Héloïse qui est à présent devant justement une délégation qui vient d'Espagne, de Catalogne. Vous êtes dans cette ambiance fluviale qui est quand même assez exotique, Héloïse, il faut le dire. Oui, ça va. On n'a pas non plus l'impression d'être à l'autre bout du monde. Rassurez-vous, ça reste de la marine, ça reste des mariniers ici, même s'ils sont catalans. Il y a Rodolfo qui m'attend. Regardez, il est juste ici. Bonjour, Rodolfo. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout se passe bien? Tout se passe très bien. Ouais. Alors, vous êtes un fils de l'Èbre, du delta de l'Èbre. Vous êtes né là-bas. Né là-bas, ouais. C'est quoi votre histoire à vous avec le delta de l'Èbre? Vous y avez toujours été? Ouais, on a tout habité là. Je suis né là-bas, j'ai 71 ans, et puis je suis né là-bas. Exception que j'ai passé 28 mois en France, mais j'avais 15 ans. Hein. C'est pour ça que vous parlez si bien français. Oui. Vous avez construit là depuis mardi après-midi cette petite cabane qui est derrière nous. Alors c'est une cabane, c'est typique? C'est une cabane typique du delta de l'Èbre. Et si vous voulez voir ça, c'est une cabane laquelle c'était faite pour dormir. Mais pour dormir, en fait, parce que c'est une construction un petit peu provisoire, on a l'impression. Non, c'est une construction stable, laquelle il peut durer, si vous ne me direz pas, mais tu peux avoir la même cabane 30, 40 ans, 50 ans. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait, enfin, pourquoi on construisait ces cabanes? Alors là, vous l'avez construit tel que ça se faisait à l'époque, avec du roseau, etc. Ces cabanes, on les construisait avec de la paille, mélanger la paille avec de l'argile. On faisait un canis. Si vous voulez voir l'intérieur, il y a un canis dans lequel c'était couvert des deux côtés. Et des deux côtés, il y a le côté intérieur. On en mettait moins, et le côté extérieur, on en mettait un peu plus pour que ce soit bien thermique. Pour faire ça, en même temps, on peignait ça à la chaux blanche, avec 3 couches de chaux blanche. Et on faisait ça, en fait, on venait construire ça quand on venait pour la saison du riz, c'est ça? Parce que, en fait, dans le delta de l'Èbre, on fait du riz, c'est ça? Ça, c'était pour la campagne du riz qu'on faisait ça. Ça veut dire quoi, la campagne du riz? C'est de quand à quand, la campagne du riz? La campagne du riz, encore à l'époque, parce que maintenant, c'est tout mécanisé. À l'époque, elle commençait dans le mois de mars, 15 mars, du début de mars, puis elle finissait fin octobre, première quinzaine de novembre. Et toutes les familles venaient? Toutes les familles étaient là-dedans. Donc il y avait une cabane pour dormir, petite comme celle-ci, plus ou moins, puis une des plus grandes pour garder tout dedans. Alors pour faire un peu de stockage, quoi. Okay. Je vous laisse aller faire visiter, il y a du monde qui frappe à votre porte justement, Rodolfo. Merci beaucoup, oui, on a terminé. Oui, c'était parfait, merci beaucoup. Vous voyez, Rodolfo, il est prêt à venir vous donner tout un tas d'explications sur son delta à lui, Jérémy. Merci Héloïse, on le voit évidemment, tout le monde s'implique fortement ici durant ce festival. Yves, quel travail vous avez effectué justement avec tous les participants pour essayer d'être au plus proche finalement d'une ambiance du 19e siècle telle qu'on aurait pu la connaître à l'époque? Ce festival, s'il est réussi, c'est parce que c'est beaucoup de travail en fait. Pour moi, il est arrivé à maturité, mais c'est le fruit de compulsion de 7 ans de festivals successifs. On a tenu compte de toutes les expériences qu'on avait vécues auparavant. Oui, c'est une biennale, effectivement. Voilà, c'est tous les 2 ans. Donc c'est la 7e édition. Ça fait 16 ans. Et je crois que c'est un travail d'équipe parce que dès la fin de ce festival, on remet en chantier le prochain et on tient compte de tous les petits détails que le public ne voit pas forcément, mais qui nous permettent d'offrir au public un festival accompli. Alors ce festival, il a maturité, il faut le dire, mais le public est à maturité aussi. Le public maintenant l'attend et le public demandeur. est très large, évidemment. C'est un véritable atout touristique pour la ville d'Orléans, et le public peut aussi découvrir justement les merveilles architecturales et patrimoniales avec la ville et le pays d'art et d'histoire Virginie, puisque en toile de fond de cette ambiance authentique, on peut découvrir ce front de Loire. C'est comme un front de mer finalement, avec une architecture donc plutôt 18e et des quais en partie en fait 19e. Quels sont justement
les détails que l'on peut découvrir sur ces façades. Quel était l'usage aussi finalement de ces bâtisses ? Voilà, donc on a effectivement un front de Loire qui va se faire au XVIIIe siècle avec l'aménagement des quais. Les quais où nous nous trouvons, eux, sont refaits dans les années 1830, donc sont moins pentus que ceux qui sont du XVIIIe qu'on peut voir de l'autre côté du pont Royal. Voilà. Alors pour le front de bâtiments XVIIIe, qui sont en fait des maisons de négociants que l'on peut apercevoir. Ces maisons en fait sont des maisons d'apparat d'une certaine façon, puisqu'on a des grandes fenêtres et une ordonnance classique. Qui se faisait à l'époque avec des lucarnes à œil de bœuf par exemple, rondes, et des toitures en ardoise. Et en périphérie donc de ce bâtiment d'apparat ou en fond de parcelle, nous avions les bâtiments de stockage, puisque les négociants donc récupéraient les produits qui étaient déchargés sur les quais pour ensuite les transformer ou les revendre. Alors ces quais sont encore les quais qu'on pouvait découvrir au 19e siècle avec les pavés d'origine. Ce sont les pavés effectivement d'origine du milieu du 19e siècle, oui. Voilà, et le public aujourd'hui les foule assez aisément, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont assez cabossés, mais ça ne permet pas finalement de circuler d'une autre manière qu'à pied, évidemment. Par ailleurs, moi j'aimerais qu'on s'arrête aussi un petit peu sur le patrimoine de la ville, parce qu'on parle du front de Loire, mais derrière il y a de nombreuses merveilles que vous animez en fait évidemment tout au long de l'année, avec un programme riche et varié qui est proposé à la fois pour les habitants, pour qu'ils puissent mieux connaître leur territoire, et aussi aux nombreux touristes qui viennent découvrir la ville d'Orléans. Oui, alors on s'active effectivement pour faire connaître toutes les thématiques possibles et imaginables sur le patrimoine d'Orléans, dès le début de l'existence de la ville, avec le patrimoine celtique qu'on a pu retrouver avec les fouilles archéologiques, jusqu'à l'architecture d'aujourd'hui du XXe siècle. Alors, le fleuve aussi, c'est un vrai théâtre, hein, et c'est vraiment, on va dire, la porte d'entrée et d'accueil pour les visiteurs. Vous avez d'ailleurs édité un focus sur les bords de Loire à Orléans qui permet à la fois de découvrir le front qu'on vient d'évoquer, mais aussi la faune et la flore. Oui, alors effectivement, on a un volet qui a été développé avec le Muséum d'histoire naturelle sur la faune, la flore que l'on peut voir en bord de Loire, notamment des animaux comme le castor qui a été réacclimaté dans les années 70 et qui avait disparu à la fin du 19e siècle et qui aujourd'hui peuple l'éduit que l'on peut voir juste derrière nous. Voilà, ces constructions submersibles qui permettaient de canaliser la Loire. Alors Virginie et Yves, à l'intérieur de ce livret, j'ai découvert une citation qu'il faut quand même lire, qui est assez éloquente, une citation d'Armand Lanoux qui dit « La première chose à faire en arrivant à Orléans, c'est d'aller voir le fleuve. C'est par lui et lui seul que l'on peut espérer pénétrer l'âme de ces paysages. » Vous partagez justement cet avis, parce que je sais que Virginie, vous n'êtes pas originaire d'Orléans. Vous l'avez ressenti comme ça lorsque vous êtes arrivée pour la première fois ici ? Alors, il y a une beauté effectivement de ce paysage où on est transporté à la fois avec la largeur du lit de la Loire, où on a une étendue et un horizon assez lointain finalement, et puis séduits qui ont une vie à eux-mêmes finalement, puisqu'on a des constructions en pierre mais qui abritent aussi une faune, une flore, on vient de le dire, qui sont arborées et qui créent une ligne finalement d'horizon aussi sur ce lit de Loire, donc on a une esthétique particulière. Très bien. Yves, très rapidement, vous partagez aussi cet avis ? Pas de fleuve sans rive, et les rives, c'est toute l'histoire d'un fleuve. Très bien, merci pour cette belle phrase également. On va s'arrêter là-dessus. Merci Virginie d'avoir été avec nous. On va rejoindre Benoît, puisque vous le savez, il est chanceux. Nous, on aimerait être à sa place. Il est sur l'un des bateaux qui est présent ici pour cette grande parade pavoisée, pour cette 8e édition du Festival de Loire. D'ailleurs, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur France 3, Centre Val de Loire. Benoît, à présent, vous êtes en présence d'un personnage emblématique de la Marine de Loire. Ah oui, je suis avec Philippe sur le Gravelot. Le Gravelot, c'est un coche d'eau, vient de m'apprendre Philippe. Je pensais que c'était une tout cabanée, mon cher Jérémy, mais à chaque fois que je viens au Festival de Loire, j'en apprends toujours un petit peu plus. Philippe, c'est une des gueules, je me permets de dire ça, c'est une des gueules de ce Festival de Loire. Il vient depuis 2003. Philippe, pas lassé de venir au Festival de Loire ? Ah non, j'adore. J'adore, d'ailleurs... 2006, j'ai pas fait ça. Ah non, je déconne. Attendez. Il y a 2 ans, j'ai pas fait parce que j'avais la gabarre, la nonchalante qu'on croise là. Je voulais pas la transporter. Au bout de 6 ou 7 ans de transport, c'est un peu difficile, donc les bateaux souffrent. Alors parlez-nous du Gravelot, les caractéristiques principales. Vous êtes rattaché à quel port ? Dans le Maine-et-Loire, je crois. Oui, tout à fait. Je suis à Gênes, en face des Rosiers. Et le Gravelot est un hybride. Un hybride, c'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de matériaux dessus. Hein. On a gardé les mêmes lignes traditionnelles, sauf que la coque
immergé est en aluminium et tout le reste est en Douglas et en cèdre. Et vous avez réalisé beaucoup de choses sur ce bateau. Vous avez dessiné les plans, je crois. Voilà, j'ai dessiné les plans, bureau d'études, contrôle avec les experts. Voilà, tout est blindé aujourd'hui, vous savez, dans notre société. Donc, on a passé par tous ces critères-là. Mais Philippe, il a un petit peu d'humilité. Ce qu'il vous dit pas, c'est que c'est un compagnon du devoir, couvreur Zingri. Il a eu une entreprise pendant 40 ans, un peu moins, peut-être 35 ans. Ouais, 35. Et puis un jour, il s'est dit, je vais profiter et vivre de ma passion sur la Loire, au Rosier, près de Saumur, entre Angers et Saumur. Philippe, vous avez vu quelques stars passer ici sur le Gravelot? Comment? J'ai pas compris. Vous avez vu passer quelques stars aussi sur le Gravelot? Ah oui, l'année dernière, on a eu Stéphane Bern qui est monté sur le Gravelot, on a eu Gérard Depardieu, voilà, etc. Il a dû passer un bon moment, Gérard Depardieu, avec vous. Super, très bon moment, mais on passe aussi des bons moments avec les autres personnes, des familles, des entreprises, etc. Puisque sur le Gravelot, on se balade, on mange, on boit des bonnes choses. Un crément de Loire avec modération. Exactement. Merci beaucoup Philippe pour ton accueil. Ok, merci à vous aussi. A tout de suite Jérémy pour d'autres découvertes. Merci Benoît, évidemment, on prendra plaisir. Je crois que dans quelques instants, vous allez nous parler d'une histoire d'amour. Avant cela, ceux qui sont avec nous sont amoureux évidemment du Festival de Loire puisqu'ils y travaillent au quotidien. Merci d'être avec nous Philippe, vous êtes le directeur artistique de ce festival. Dans quelques instants, on va évoquer le grand spectacle qui a été proposé hier soir, ici avec un feu d'artifice sur le thème des années 60. Mais avant cela, Yves, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les conférences parce qu'il y a de nombreuses conférences qui ont été proposées depuis mercredi sur le rôle des confréries, notamment sur le vignoble orléanais, sur les métiers. Ce sont des enjeux évidemment majeurs pour que les traditions ligériennes perdurent. Mais en dehors de ces conférences, comment pourrions-nous agir au quotidien pour sensibiliser le public à cette culture et transmettre à la nouvelle génération finalement ce savoir-faire et ces traditions de la marine de Loire? Eh bien, nous agissons en invitant sur les villages pédagogiques. Il y a 2 villages pédagogiques sur le Festival de Loire, le village des Moussaillons et le village de l'environnement. Ce sont plus de 3500 élèves des écoles orléanaises qui viennent le mercredi, jeudi et vendredi avec leurs enseignants qui apprennent à faire des nœuds, qui à découvrir la faune de la Loire, qui à naviguer et à embarquer sur des bateaux. Et c'est en inculquant déjà à ces jeunes cet amour de la Loire, et puis à travers des ateliers pédagogiques, dessine-moi la Loire, fais-moi une Loire propre, qui transmettent à leurs parents. Les enfants transmettent beaucoup de choses à leurs parents et c'est ça la future génération qui aimera et fera aimer la Loire. Alors est-ce que tout au long de l'année, en dehors de ce Festival de Loire, il y a des sorties pédagogiques qui sont proposées, notamment dans les écoles orléanaises? Oui, bien sûr, les écoles orléanaises proposent aux enseignants des ateliers qu'ils peuvent adopter chacun à leur façon par rapport à leur programme pédagogique. Et la Loire est bien sûr un endroit majeur pour eux puisqu'elle traverse elle fait partie intégrante de leur vie. Pratiquement leurs parents, il y a peu de gens qui ne traversent pas la Loire, qui pour aller au travail, qui pour aller... on est une liaison entre la Sologne, pays de forêt où les arbres étaient transportés par les bateaux sur la Loire, et la Beauce qui servait à transporter les grains, de même qu'une transversale où on remontait depuis Nantes les vins avec les bois qui arrivaient depuis la Nièvre par flottaison. C'était vraiment un nœud de navigation et je pense que ce nœud de navigation, il faut le retransmettre à nos jeunes générations. Alors Yves, Philippe nous parlait justement de développement durable il y a quelques instants. La ville d'Orléans fait beaucoup d'efforts dans ce sens et c'est le cas aussi pour ce festival. Oui, bien sûr, ça participe du métier maintenant. C'était vraiment intégré, que ce soit les gobelets pour justement éviter tout ce qui est plastique dans les rues, que ce soit le nettoyage des quais. On voit bien que le site est propre vraiment et qu'il y a une civilité tant de nos métiers mais aussi des habitants, que ce soit les artifices. Vous pouvez passer tout à l'heure voir le site qui a vraiment envoyé hier beaucoup de choses dans le ciel et tout est propre, tout est recyclé, tout est ramassé. On en parlera dans quelques instants, on reviendra sur ce spectacle effectivement. Philippe, moi j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la partie artistique aussi parce qu'on parle de tradition mais le Festival de Loire s'inscrit dans la modernité. On le voit là, ici, en arrière-plan, sur l'un des duits. On a quelques silhouettes qui sont en train de s'affairer. Ces silhouettes s'appellent d'ailleurs les rêveurs d'or. Oui, absolument. Dans ce rendez-vous très populaire, très beau aussi, sur un site remarquable, avec cette passion qui habite et les mariniers et cette vie qu'il y a là, la poésie aussi a toute sa place. Et c'est bien vraiment qu'on puisse poser là, sur cette petite île qui est vraiment partante, ces personnages qui apportent leur touche à eux, de poésie et de présence, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait ces personnages? Parce qu'on voit quand même un arbre qui est différent des autres, qui se démarque dans le paysage. Il redonne vie à cet arbre qui est mort et qui est couvert d'or
et qui voilà prend une autre dimension avec cette présence de l'or sur son tronc. Alors, d'autres installations contemporaines complètent le tout, notamment l'aquanef. Alors, on la voit, elle est assez impressionnante. Elle est sur notre gauche, en fait, ici sur le quai du Châtelet à Orléans. C'est développement durable parce que je crois qu'elle est faite à partir de matériaux recyclés. Ah bah complètement. Quand on voit l'objet avant qu'il soit peint, il est de toutes les couleurs. On y trouve de tout vraiment, des passoires, des assiettes, des bouteilles de toutes sortes. Et c'est vrai que c'est peut-être 5 ou 10 000 objets recyclés là. À la fois par Jacques Lélu de tout son fourbi qu'on pourrait dire qui reprend son atelier, et puis aussi les habitants qui ont apporté beaucoup de choses. Voilà, on a là un objet vraiment totalement recyclé. Et qui a sa part aussi de poésie. Et des artistes qui ont pu s'exprimer durant ce festival qui met en valeur les traditions de la Marine de Loire, mais pas que, on l'a bien compris. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié donc hier soir avec le feu d'artifice qui était tiré depuis ici. D'ailleurs, on ne l'appelle pas vraiment feu d'artifice, mais plutôt spectacle pyro-musical qui a été imaginé par un jeune créateur italien, Andrea Scarpato. Je ne sais pas si je le prononce bien. Scarpato, très bien. Et qui évoquait donc tout simplement les années 60 avec Sheila, Johnny B. Goode, encore les tontons flingueurs. Pourquoi vous avez fait le choix en fait de mettre en valeur cette thématique des années 60 ? Parce qu'à nouveau c'est un rendez-vous populaire, parce qu'à nouveau on pioche dans l'imaginaire de chacun, on va chercher des airs et des mots cultes qui se passent maintenant de génération en génération. Et dans cette idée de fête vraiment où on a les jambes un peu qui bougent quand on entend Johnny B. Goode et autres, eh bien les artifices ont toute leur place. On va le voir justement avec ce reportage qui nous plonge dans cette ambiance où le public, vous allez le voir, avait vraiment envie de danser quai du Châtelet à Orléans ici. Le soleil se couche sur la Loire. Il reste 3 heures avant le feu d'artifice, mais un groupe de passionnés de pyrotechnie est déjà installé depuis le milieu d'après-midi pour apprécier au mieux le show imaginé par un créateur de renom. J'ai l'occasion de voyager un petit peu partout aux 4 coins du monde, faire des photos de pyro, aussi bien à Koweït, Qatar, un peu partout dans le monde. Et ce pyrotechnicien-là est du très bon niveau. Et qui dit haut niveau dit une installation importante. Plus d'1 tonne d'artifices répartis sur 17 points de tir seront lancés au rythme d'une bande-son des années 50 et 60. Il faut quelque chose de très dense, très dynamique, oui. Et je pense que les Johnny B. Goode, les Sylvie Vartan et autres vont vraiment apporter leur part là, de joie de vivre. Alors quand le feu d'artifice démarre sur des notes de rock'n'roll, les jeunes spectateurs sont un peu surpris. Oula, pas vraiment, ça me parle pas vraiment moi en tout cas, mais je sais que j'aime bien quand même les anciennes musiques. La magie opère alors sur toutes les générations. Déjà il est sur la Loire, donc c'est un plus. Et avec les bateaux devant, c'est vachement sympa. C'est mieux que d'habitude. Orléans fait fort. C'est magnifique, c'est très beau. Les mariniers, eux, savourent le spectacle avant de rentrer dans la danse. Juste avant la finale, c'est pour faire péter les feux de Bengale. Et voilà, un beau spectacle, un pyrotechnique que le public orléanais et tous les visiteurs qui participent à cette 8e édition du Festival de Loire. Soyez les bienvenus, venez nous rejoindre sur France 3, Centre Val de Loire. On vit ensemble la grande parade pavoisée, puisque vous le voyez, il y a plus de 200 bateaux qui sont présents pour cette 8e édition avec 700 mariniers. Dans quelques instants, nous allons découvrir que la Loire inspire beaucoup de monde et notamment inspire les auteurs. On le saura avec vous, Josiane, vous êtes la directrice tout simplement de la maison d'édition, Corsair Édition. Merci d'être avec nous. Une sélection de 4 livres que l'on va tout simplement balayer assez rapidement, mais qui donne vraiment envie d'aller découvrir en fait la Loire sous d'autres aspects. Et puis à vos côtés, donc Virginie Muller, vous êtes vous représentez la région Centre-Val de Loire. Vous êtes la chargée de mission éducation artistique et culturelle et on découvrira un documentaire assez exceptionnel, un webdoc en 3D avec des images de ces quais de Loire ici à Orléans tels qu'ils pouvaient au 19e siècle. Mais avant, on va rejoindre Héloïse justement qui est en train de découvrir la construction d'un bateau qui a commencé depuis évidemment plusieurs mois, mais qui se poursuit en fait depuis mercredi ici à Orléans devant les yeux d'un public qui est conquis, Héloïse. Oui, un public qui a surtout énormément de questions. C'est pour ça que ça bosse un petit peu, mais ça bavarde beaucoup ici. Regardez, je vais monter, je vais aller rejoindre Michel. Il va nous parler justement de ce beau bateau qui est en train d'être construit. Alors je crois qu'il sera
pas mis à l'eau avant l'année 2018. Michel, vous me confirmez bien ça? Bonjour. Il sera pas à l'eau avant l'été 2018? Oui, c'est ça. On a une grande fête à Châtellerault, un petit peu dans le genre d'ici, là. Et le baptême officiel se fera pour cette fête, donc fin août 2018, ouais. Alors là, on a quoi? On a une toux cabanée en devenir, c'est ça? Oui, il n'y a pas de cabane encore, mais ça va venir. Donc là, on est sur une toux cabanée qui est de petite dimension, puisqu'elle fait 9 mètres sur 2 mètres 50. Bon, moi, ça me paraît énorme, 9 mètres sur 2 mètres, mais bon. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je vois que ça s'active un petit peu. Ce matin, on a posé le dernier bordé bâbord. Alors, c'est quoi le bordé bâbord, c'est ça? Le bordé, c'est la dernière planche là, qu'on voit ici. Et donc là, on avait fait dépasser les membrures là, pour être sûr que ça soit assez long. Et maintenant, on va les araser là. C'est ce qu'est en train de faire Jean-Louis là. Alors on travaille à la main tout le temps avec des scies, des petits marteaux comme ça en bois là Oui, des petits maillets, bah oui, on travaille avec des ciseaux. Là on a fait un peu de sculpture là. Ici c'est pour venir amarrer le bateau quand on arrive sur la berge. Donc on tourne nos cordages là-dessus. Et c'est ce qui permet d'amarrer le bateau de façon très robuste. Alors bois pur, c'est quoi comme bois ici? Alors là on est en pin Douglas. Du pin Douglas parce que c'est une essence qui est assez répandue maintenant dans les forêts françaises et qui est un bois très résistant aux intempéries. Et puis la carcasse est en chêne bien connu pour sa robustesse et sa longévité. Alors la plupart des bateaux traditionnels de Loire, ils sont noirs foncés. Souvent on dit c'est pas très joli, mais en tout cas c'est typique. Vous allez le peindre en noir à la fin? Oh, c'est pas de la peinture, c'est des goudrons, des goudrons de pin. Des goudrons de pin et puis il y a la patine du temps qui fait que ça grisaille, ça noircit. Et puis on remet une petite couche de goudron de pin là-dessus et c'est reparti pour 15 ans. C'est bateau noir. Je vois pas bien un bateau de Loire peint en rouge, ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Un peu absurde. Est-ce que c'est agréable quand même de travailler comme ça devant tout ce public? Vous êtes dérangé souvent? Vous voyez Rémi là-bas qui est en train de discuter et tout avec les passants là. Du coup ça avance pas bien vite? Non, ça avance pas vite, mais on n'est pas là, on n'est pas au rendement non plus, donc voilà. Merci. Merci à vous. C'était un bonheur d'être avec vous, Michel. Merci beaucoup, Jérémy. Je vous rends la parole. Je vais aller embêter d'autres personnes. Alors, vous faites de la construction de bateaux et nous, on va faire un petit peu de lecture avec Josiane. Tout à l'heure, j'ai dit directrice parce que je voyais déjà directrice, mais en fait, vous êtes la responsable de communication à Corsair Édition ici à Orléans avec une sélection de 4 ouvrages que le public, évidemment, peut découvrir et feuilleter sur votre stand ici pour le Festival de Loire. Alors, le premier ouvrage que vous avez sélectionné, c'est Antigna ou la Passion des Humbles, un peintre natif d'Orléans du 19e siècle. C'est une totale découverte pour celles et ceux qui ont pu feuilleter en fait cet ouvrage. Eh bien, Antigna est un peintre orléanais, effectivement, et nous fêtons le 200e anniversaire de sa naissance. C'est ce qui explique la sortie de ce livre, qui est en fait une réédition d'un livre que Christian Jamet avait publié il y a quelques années. Christian Jamet est le spécialiste d'Antigna. Antigna est un peintre qui fut connu en son temps. Beaucoup d'œuvres d'Antigna sont présentées dans de nombreux musées, mais en fait, il est assez peu connu du public orléanais. Est-ce que l'on a des œuvres de ce peintre au musée des Beaux-Arts d'Orléans, par exemple? Il y en a quelques-unes et il va y avoir au musée des Beaux-Arts d'Orléans, à partir de juin 2018, une grande rétrospective de l'œuvre d'Alexandre Antigna. Antigna, la passion des humbles, parce qu'il a surtout peint le petit peuple qui a souffert de la révolution industrielle, puisque c'était l'époque d'Antigna. Et ses tableaux les plus célèbres, l'éclair, l'incendie, figurent dans ce livre qui regorge de reproductions et de peintures assez méconnues du grand public. Voilà, il est insuffisamment connu du grand public, mais grâce à cet ouvrage et grâce aux prochains événements que vous venez d'annoncer, on pourra en savoir un peu plus. Un autre ouvrage, alors plutôt cette fois-ci un polar, un roman policier historique qui offre un tableau vivant de la ville d'Orléans au XVIIIe siècle. C'est celui-ci, vous le tenez entre les mains, de Pascal Grand, de sucre et de sang. De sucre et de sang parce que tout le monde ne le sait pas à Orléans, mais Orléans a compté au moins 30 raffineries de sucre. On le disait tout à l'heure avec Françoise de Persson. Oui. Et voilà, avant la Révolution. Et donc ce roman se situe
avant la Révolution, dans le quartier Recouvrance, et l'enquêteur est un chirurgien juré. À l'époque, on ne parlait pas de médecin légiste. C'était un chirurgien juré qui a dû enquêter pour retrouver des meurtriers. Et ça nous emmène tout au long de la Loire. Ça nous fait découvrir également toute l'effervescence du port d'Orléans, puisqu'on décrit les pêcheurs, on décrit les bateliers, on décrit tous les métiers le long de la Loire à Orléans. Voilà, et puisqu'on parle d'effervescence, on va passer à un ouvrage assez ludique qui évoque les jeux de la Loire. D'ailleurs, dans cet ouvrage figure l'un des jeux que l'on a pu découvrir hier ici au Festival de Loire. Ce sont les joutes nautiques. Et oui, dans ce livre qui vient de sortir, qui a été écrit par un de nos écrivains les plus connus, Jean-Pierre Simon, on présente 3 jeux. 3 jeux qui étaient joués le long de la Loire, pas forcément par les mariniers, mais aussi par tout ce petit peuple qui grouillait dans les ports. Le jeu de l'Alouette qui est un jeu de cartes. Oui. La boule de fort. Alors, la boule de fort, on a quelques images d'ailleurs. Voilà. Mais ce livre, on peut le feuilleter si vous voulez. On peut regarder quelques images. Il est largement illustré de reproductions. Et on a quelques photos la boule en noir de et blanc. fort, qui est une boule en bois cerclée de métal, est encore pratiquée du côté d'Angers. Et les joutes nautiques, donc, qui sont pratiquées notamment sur la Dordogne aussi. Ah oui, mais ici aussi, sur ce fleuve royal, effectivement. Comment on joue en fait finalement sur ce fleuve avec ces joutes nautiques? Et oui, mais comment ça se passe? Alors là, il faut le lire en fait, c'est ça. Il faut le lire. Moi, je vous engage à lire le livre. C'est bien. On voit que vous faites bien votre travail de promotion. Voilà. On va terminer avec un dernier ouvrage très rapidement. Rougeux, passeur de Loire de Jacques Joanneau, qui évoque en fait les 3 grandes crues qu'a connues la Loire au 19e siècle, et notamment celle de 1856 qui fut malheureusement meurtrière et destructrice. Voilà. Et en fait, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de récits, et tous ces récits mettent en scène encore ce petit peuple de Loire à l'époque des grandes crues, notamment la crue de 1856 qui fut très meurtrière. À l'époque, il y avait peu de ponts sur la Loire, donc on met en scène dans la plupart de ces récits Rougeux, un passeur de Loire qui faisait traverser la Loire sur son bateau à des marchandises, à des animaux, mais on a vu hier des chevaux monter sur les bateaux. Il y en a là, justement, durant la parade, on a pu le découvrir tout à l'heure. Et puis qui faisait traverser au public la Loire sur son bateau. Voilà, et celui qui est sur son bateau depuis le début de cette émission, merci en tout cas Josiane, c'est Benoît, vous le savez, qui à présent va vivre une véritable histoire d'amour, il semblerait. Ah oui, une très belle histoire d'amour, mon cher Jérémy. Je suis avec Patrick à proximité du bachot, et sa compagne, Dounia, va faire plonger le carlet. Patrick, vous êtes une figure aussi, mais dans un autre registre bien plus discret, mais autrement efficace que Philippe Dester qu'on a rencontré tout à l'heure. Vous êtes basé où? Alors on est basé sur l'estuaire de la Loire, en aval de Nantes, entre Nantes, à mi-chemin à peu près, entre Nantes et Paimboeuf, sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Et vous pêchez en particulier dans l'estuaire? Oui, on pêche dans l'estuaire de la Loire, on pêche traditionnellement comme le faisaient les gens autrefois. C'est-à-dire au 17-18e siècle, plutôt 18e? Oui, 17e, 18e siècle, les champs pêchaient, ils ont toujours pêché dans la Loire parce qu'elle était très poissonneuse, encore plus que maintenant, elle était aussi plus grande, et les gens vivaient vraiment en autarcie avec le fleuve, aussi bien pour se déplacer, pour y travailler et pour pêcher. Alors pour pêcher quoi, Patrick? Alors toutes sortes de poissons qu'on peut retrouver dans les estuaires, aussi bien les poissons sédentaires que les poissons migrateurs à certaines saisons. Mais en particulier carpe? On peut pêcher de la carpe, silure, non, enfin maintenant on en trouve, mais il n'y en avait pas autrefois, c'est un poisson un peu contemporain. On trouvait de l'anguille, on trouvait des plis, des mulets, des cendres, des brochets, des lamproies à la saison, poissons migrateurs en tant que lamproies, à l'ose, le saumon. Et aujourd'hui, vous pêchez des crevettes de Loire? On pêche aussi des crevettes de Loire qu'on appelle chevrettes, qui remontent dans les estuaires quand l'eau commence à salir, à partir de la fin septembre qu'on en trouve. Alors il faut dire, vous êtes où là, que Patrick est vraiment tombé dedans quand vous étiez petit?
Quelque part, oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était vraiment un amoureux de la Loire et un pêcheur aussi, puisque en plus il était né sur une gabarre. Son père était marinier sur la Loire. Donc il m'a donc enseigné un petit peu l'art de la pêche et puis transmis sa passion qu'il avait pour le fleuve. Et au Carlet, la Dounia, elle a pêché quoi là? Elle a pêché des petits poissons qu'on appelle de la blette. De la blette. Friture. Je vous parlais d'histoire d'amour en préambule parce que Dounia, vous l'avez rencontrée il y a quelques années au Festival de l'Erde, festival de jazz et de plaisance près de Nantes. Et elle est tombée amoureuse pratiquement avant du bateau. Et après, c'est formidable cette histoire. Oui, en fait, elle découvrait un petit peu ces bateaux traditionnels, cette reconstitution de bateaux traditionnels de la Loire qu'on a commencé à remonter depuis 88-92. Donc c'est vrai que pour celui qui découvre, qui vient d'ailleurs et qui voit ces bateaux-là, il se dit où je suis arrivé, c'est vrai qu'ils ont un caractère quand même très ancien. Et donc maintenant c'est une convertie à la Loire. Tout à fait. Eh bien félicitations, bravo. On peut vous trouver où? Dans quel port d'attache? À Saint-Jean-de-Boiseau, village de la Télindière. Loire-Atlantique, mon cher Jérémy. Merci beaucoup Benoît, je vous voyais à l'écran, on avait vraiment l'impression d'être dans d'autres contrées, tellement l'ambiance était particulière. Une autre ambiance à présent avec vous, Virginie, vous êtes chargée de mission éducation artistique et culturelle à la direction de la culture et du patrimoine de la région Centre-Val de Loire. Depuis plusieurs années, vous effectuez évidemment des travaux d'études sur le patrimoine régional et notamment ligérien. Ce résultat se traduit par plusieurs parutions à destination du grand public, un livre Naviguer sur la Loire qu'on verra dans quelques instants, une bande dessinée qui est donc ici, et puis surtout un web documentaire en 3D qui paraîtra au printemps 2018. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? Parce que c'est quand même assez exceptionnel, il faut le souligner. Oui, tout à fait. La direction de la culture et du patrimoine à la région mène un projet de transmédia en fait pour transmettre toute cette connaissance sur le patrimoine ligérien à travers les ouvrages comme vous l'avez évoqué, mais aussi à travers un web documentaire qui paraîtra au printemps 2018. Et dans ce web documentaire, on retrouvera un film en 3D qui replonge le visiteur, le touriste, l'habitant dans le port d'Orléans tel qu'il était au milieu du 19e siècle. Alors Josiane, c'est assez incroyable parce que je sais que vous aimez beaucoup l'histoire. Vous voyez à l'écran là, tournez votre tête, vous avez donc ces images en 3D de la ville d'Orléans avec en plus une vie en fait dans ce film 3D où notamment on voit l'un des bateaux qui passe sous le pont Royal. Tout à fait, c'était l'objectif en fait de notre travail avec Monochrome Production et un comité scientifique composé d'experts du patrimoine ligérien. On voulait en fait montrer comment un chaland arrivait au milieu du 19e siècle, à l'époque de l'apogée de la marine de Loire, comment le chaland arrivait sur les ports de Loire, décharger les marchandises, traverser le pont, qui était une manœuvre très très compliquée à l'époque. Et puis à la fin du film, on a en fait la vue sur ce train, ce chemin de fer qui arrive et qui marque le déclin de la navigation ligérienne. Voilà, ce sera à découvrir sur le site internet de la région Centre-Val de Loire au printemps 2018. À côté de cela, évidemment, on le voit, Virginie, que le patrimoine, que le numérique surtout, est au service du patrimoine et de l'histoire, qui touche d'ailleurs tous les publics, et cela peut se vérifier avec cette bande dessinée que j'évoquais tout à l'heure, La terrible crue cruelle, qui fait aussi référence aux trois grandes crues qu'a connues la Loire au 19e siècle. Oui, tout à fait. En fait, c'est un 7e volume, une collection qui s'appelle Les mystérieux mystères insolubles, qui a été initiée par la région Centre-Val de Loire. L'ouvrage est publié aux ateliers du Poisson Soluble, et à la demande de la mission Val de Loire, on a créé cet ouvrage pour permettre aux jeunes, aux 8-12 ans, de comprendre pourquoi la Loire est inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc bien sûr, il est question de crues, mais pas que, de transmission aussi de tout ce patrimoine. En fait, c'est une équipe d'enquêteurs un peu loufoque que l'on suit, et grâce à eux, on découvre les différents aspects de ce patrimoine ligérien. Voilà, pour toucher donc le jeune public avec de très jolies illustrations hautes en couleurs et qui nous plonge en plus. Alors on le voit quand même parce que il y a à la fois en fait des illustrations et aussi des photos récentes et aussi des illustrations, soit des gravures ou des tableaux. Donc vous essayez quand même
d'éduquer en fait ce public aux beaux-arts entre autres. C'est exactement l'objectif. On a l'histoire qui se déroule dans les 3/4 de la bande dessinée et en bas on a une bande documentaire avec des photographies professionnelles et des reproductions d'œuvres ou de cartes postales ou documents anciens qu'on trouve dans les centres d'archives de la région. Et pour explorer aussi cette histoire ligérienne, il y a une très belle exposition qui sillonne la région Centre-Val de Loire et qui est d'ailleurs présente pour ce festival de Loire où on peut découvrir des noms de ports assez étonnants, Port Boulet, Port Charbonnier, Port Poisson. Ça évoquait tout simplement les métiers en fait et puis aussi finalement les marchandises qui étaient présentes dans ces ports. Oui, tout à fait. C'est ce que nous montre en fait l'étude du patrimoine ligérien, c'est que toutes ces marques en fait du patrimoine sont encore présentes aujourd'hui dans la toponymie. Et cette exposition qui est réalisée aussi par la mission Val-de-Loire circule dans la région. Elle peut être empruntée gratuitement et elle était visible effectivement pendant le Festival de Loire dans les jardins Hélène Cadou. Ouais, voilà, jusqu'à ce soir, mais on va la voir dans d'autres tout au long de l'année 2018. On va terminer avec une étude un peu particulière issue de la reconstruction finalement parce que on se rend compte lorsqu'on arrive à Orléans, à Tours ou à Blois, on n'a pas obligatoirement toujours un patrimoine Et c'est une étude d'inventaire qui est actuellement en cours au sein de la direction de la culture et du patrimoine. Donc les villes de Blois et Tours ont été étudiées. Alors on va s'arrêter sur Blois parce que là à l'écran on voit ces travaux d'études avec des recherches documentaires assez importantes et puis des plans aussi qui nous plongent, on va dire, dans cette imagination que les architectes ont eue à l'époque, juste après la guerre, parce qu'il fallait quand même se dire qu'on n'oublie pas le passé, il fallait garder en fait cette trace dans le plan urbain. Tout à fait, c'est bien ce qu'a fait Charles Nicot en 1942 lorsque le plan de reconstruction et d'aménagement a été validé. L'idée c'était de faire rentrer Blois dans la modernité tout en gardant et en préservant quand même le parcellaire et l'aspect un peu régional de cette ville. Donc des matériaux locaux ont été employés, ce qui donne en fait un aspect tout particulier au centre-ville de Blois. Et là on vient de voir où là c'était un autre parti pris parce que la rue Royale a quasiment été reconstruite à l'identique. Oui, tout à fait. Dans les villes à reconstruction, il y a une petite disparité selon les architectes qui sont chargés de cette reconstruction. Du Festival de Loire. Vous êtes sur quel bateau à présent, Benoît? Alors déjà, Jérémy, je voudrais que vous profitiez et que vous vous rendiez compte. Regardez le monde sur les quais d'Orléans. Il doit bien y avoir... allez, je me lancerai pas dans les chiffres. Il y avait énormément de personnes hier soir pour assister au spectacle pyrotechnique. C'est un succès, il faut le dire, un succès pour la ville d'Orléans, ce Festival de Loire. Et vous le voyez, la flotte... 200 bateaux sur l'eau avec pavillon, c'est vraiment exceptionnel. Vous vous rendez compte, j'espère, de ce grand événement qui est le 8e Festival de Loire à Orléans. Alors je suis avec Denis ici. Denis sur l'atelier bateau. L'atelier bateau, pourquoi? Parce que c'était un bateau qui appartenait à un... qui appartenait à un passionné de peinture et qui était sur la Seine à Vernon et qui donc l'avait surnommé le bateau atelier par rapport à Claude Monet. Voilà. Par rapport à Claude Monet, il était du côté de Vernoux dans l'Eure. Voilà, c'est ça, à côté de Giverny. Alors Denis, aujourd'hui c'est une tout cabanée sur laquelle on peut vivre à l'année pratiquement. Alors l'idée c'est de faire d'abord des balades passagers entre Main, Baule et Beaugency.
Et on a aussi profité du fait que c'était une petite cabane qui était un peu mignonne et que du coup ça pouvait faire de l'hébergement insolite, qui est très tendance en ce moment et ça a marché très très bien. Alors Gilles va essayer de nous montrer le lit. Les gens sont friands en ce moment d'un petit hébergement insolite avec un lit, pouvoir passer la nuit. Alors c'est à Main-sur-Loire. Ce type de bateau circulait au XVIIIe siècle, Denis. Oui, c'était des bateaux de toute façon qui servaient surtout pour la pêche. C'est des petits bateaux de pêcheurs. Ça permet de stocker tout le matériel, les filets, les aiguilles, les nasses. Et c'était un bateau très pratique pour pouvoir aller sur les lieux de pêche. Et vous en profitez aujourd'hui avec Claire? Avec Claire, la présidente de Cœur de Loire. Donc on a vraiment un grand projet. On a été vraiment aidé par le département, la région et la commune de Main-sur-Loire qui nous a accueillis et nous a lancé dans notre projet de façon super, quoi. Cœur de Loire, c'est l'avenir de la batellerie en région Centre-Val de Loire. Merci beaucoup Jérémy. Merci Benoît d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale. Merci de nous rejoindre aussi sur France 3 Centre-Val de Loire, puisque vous le voyez, nous vivons ensemble la grande parade pavoisée de la 8e édition du Festival de Loire. Nous a rejoint depuis tout à l'heure évidemment Yves, un conseiller spécial pour la mairie d'Orléans. Et puis Alexandre Bouteau, vous êtes membre du club Rotary Orléans Reflet de Loire. Et vous le voyez, en fait, je m'amuse un petit peu avec ce petit canard, puisque ce matin, c'était la Duck Race, une nouvelle édition pour cette manifestation qui est un peu particulière, puisqu'à partir de 11h ce matin, vous avez lâché 30 000 canards sur la Loire. On dira évidemment qu'ils ont été repêchés dans quelques instants, hein. Effectivement, intégralement, ce matin, à partir de 11h, on a lâché les 30 000 canards sur la Petite Loire. Et on les a tous récupérés. C'était un moment assez extraordinaire parce qu'il y avait 15 000 canards rouges comme celui-ci, 15 000 canards jaunes. Pourquoi rouge et jaune ? Tout simplement parce que cette année, le pays qui était invité, c'était l'Espagne. Et donc, on a voulu faire un petit clin d'œil. On a les couleurs du drapeau espagnol. Et avec en même temps la ville d'Orléans, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc voilà, on trouvait que le symbole était sympathique. Voilà, alors 30 000 personnes ont participé au total. Comment s'est déroulé ce concours ? Parce qu'on peut dire que c'est un concours en quelque sorte. Oui, au final, ça reste une loterie. Sauf qu'on voulait, nous, dans notre club, on souhaitait donner un aspect vraiment ludique et un aspect festif à cet événement. Et les ventes, elles se sont déroulées de différentes manières, soit sur Internet directement, soit auprès d'entreprises, ou alors également sur le Festival de Loire, puisqu'on avait un stand sur lequel on a vendu les 6 000 derniers canards depuis mercredi. Mais comment s'est déroulé en fait cet événement ce matin à partir de 11h ? Moi je suis assez curieux, dites-moi un petit peu à quel moment vous lancez le top départ et comment sont lâchés en fait tous ces canards en plastique dans la Loire ? Alors cette année on avait voulu faire quelque chose d'assez exceptionnel, effectivement, d'assez visuel, et donc on avait une énorme grue qui était située en face, oui. Avec un grand bras télescopique de 20 mètres et qui avait dans des grands big bags les 30 000 canards qui étaient enfermés. Et à un moment du top départ, à 11h, on a tiré sur une cordelette et les 30 000 canards sont tombés dans la Loire pour suivre le courant de la Loire. Et évidemment, puisque ce festival est développement durable, vous avez récupéré un à un tous ces canards juste après le pont Georges V. Très rapidement, Yves, c'est l'un des temps forts aussi maintenant de ce festival de Loire, la Duck Race. C'est l'un des temps forts de la rive gauche. C'est vrai que la condition sine qua non, c'était de récupérer tous les canards après la Duck Race. Mais c'est aussi faire profiter les associations caritatives, puisque les bénéfices de cette opération seront reversés presque intégralement à des associations caritatives. C'est de faire profiter de la force de frappe médiatique du Festival de Loire des gens défavorisés. Voilà, le bilan est positif, on l'a bien compris pour cette édition 2017, Alexandre. Extrêmement positif, puisqu'il y a 2 ans, nous avons remis 35 000 € de bénéfices. On espère, alors voilà, moi le trésorier m'a dit tu donnes pas de chiffres. Alors je vais vous dire, on espère une chose, c'est faire le double d'il y a 2 ans. Très bien, on verra ça un peu plus tard évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Il est temps de rejoindre Héloïse puisqu'on va terminer cette émission en musique. Héloïse, on l'a commencé comme cela et il est important de terminer avec des chants et de la musique de Marine de Loire. Et oui, c'est obligatoire, Jérémy. C'est pour ça qu'il y a Jean-Yves et tout son groupe là, tous à bord. Vous nous présentez un petit peu les membres de votre équipe ? Oui, bonjour. Donc au violon Viviane, qui est la professionnelle du groupe. Au chant Mireille avec sa voix merveilleuse. Jeannot à la batterie et ses plaisanteries pas drôles. Si, il est très très drôle. Et puis Jean-Luc à l'accordéon qui vient d'intégrer le groupe. Et Jean-Yves à la guitare. C'est parti, je vous laisse terminer. À remonter son carré,
On démarre ce dernier quart d'heure ensemble avec la Tousse à bord, groupe de mariniers blésois qui nous jouent quelques petits morceaux. Ils se sont produits pendant le festival sur différentes scènes du festival et là ils jouent rien que pour nous. J'espère que vous en profitez. Jérémy, je vous laisse enchaîner. Merci beaucoup Héloïse, merci de nous rejoindre aussi en direct sur le Facebook Live de France 3 Centre Val-de-Loire. Vous le voyez, la fête se poursuit jusqu'à ce soir ici, quai du Châtelet à Orléans, avec cette grande parade qui continue. On voit défiler les bateaux et nous allons découvrir encore de très belles merveilles avec nos invités qui nous ont rejoints ici sur ce plateau qui surplombe ce fleuve royal. Merci d'être avec nous tous les deux, Philippe et Florent. Philippe, vous êtes marinier, vous faites partie de l'association des Compagnons Chalandiers et vous êtes également vacataire au musée de la Marine de Loire. Et à vos côtés, donc, on a Florent Godelaine qui est membre de projet collectif en recherche épaves et naufrages, parce qu'il y a des épaves justement dans la Loire. On verra ça dans quelques instants. Avant cela, Philippe, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le chaland, puisque vous faites partie de cette association de Compagnons Chalandiers. C'est l'une des plus grosses embarcations de la Marine de Loire. À quoi servait-elle? À quoi servait le chaland? Alors le chaland, c'était le bateau de base de la Marine de Loire ou de ce qu'on peut considérer comme les transporteurs de l'époque. Donc pour transporter des marchandises, c'était le gros bateau qu'on avait sur la Loire, voilà, pour ce transport d'une ville à l'autre des marchandises jusqu'au 18e, 19e siècle même. Et quelles sont les caractéristiques de ce bateau? Alors ces caractéristiques, elles sont adaptées à la Loire justement parce que c'est un fleuve qui est très difficile à naviguer. Donc il fallait adapter un bateau à fond plat, mettre une grosse voile sur ce bateau pour pouvoir venir justement de l'ouest remonter contre le courant. Et puis il y a ce mât qui tient la voile mais qui doit être rabattable également pour passer sous les ponts. Par exemple, voilà, sous les ponts ouais. Ici Georges V à Orléans. Voilà, on a sur la Loire des bateaux qu'on n'avait pas sur d'autres fleuves parce qu'ils sont adaptés aux conditions de navigation ici sur la Loire. Mais pourquoi vous vous êtes intéressé au chaland et pas à d'autres bateaux en fait? Parce qu'on a le Futreau, on a la Toux, la Toux Cabanet, etc. On s'intéresse à tous les bateaux, hein, oui. Au musée de la Marine de Loire. Mais vous personnellement, on évoque tout ça. Et moi, avec les Compagnons Chalandiers, c'est l'association d'Orléans. Hein, donc les chalandiers, en fait, bon, ça concerne donc ce transport de marchandises, mais qui pouvait se faire sur d'autres types de bateaux également. Alors justement, on voit quelques images là du musée de la Marine de Loire où on assiste à la construction d'un Futreau actuellement. Hein. Voilà, on a une exposition temporaire actuellement. Nos expositions temporaires nous permettent d'approfondir une question, d'actualiser aussi les connaissances sur la Marine de Loire. Et l'exposition temporaire sur les faiseurs de bateaux, comme on disait à l'époque, permet de comprendre l'évolution des bateaux. Ici aujourd'hui des faiseurs de bateaux qui viennent de très loin, qui ne sont pas seulement de la région, mais des faiseurs de bateaux qui viennent de l'Audomarois, c'est dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer. Il y a un marais là-bas avec des bateaux qui servaient notamment à transporter le chou-fleur. Donc ces métiers en fait étaient présents là où était l'eau aussi. De constructeurs de bateaux, effectivement, voilà, il y en avait tout au long du fleuve. Et nous, notre exposition temporaire, en parallèle, dans la cour du musée, nous avons un bateau qui est en construction actuellement, qui permet de voir aussi comment les mariniers aujourd'hui construisent des bateaux tout en utilisant ces méthodes traditionnelles. Alors, puisqu'on parle des bateaux, on va rejoindre notre ami Benoît, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, hein, si vous suivez cette émission depuis 15h45, il est sur le fleuve Royal, et là, il est à bord donc du Gaillard, hein, c'est cela Benoît? Eh oui, mon cher Jérémy, et il y a quelques gaillards sur ce bateau, notamment Michel. Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Parlez-nous un peu de ce gaillard. C'est un chaland, c'est ça? Non, c'est pas un chaland, c'est un pillard. Un pillard du Cher. Pillard du Cher, c'est-à-dire c'est un bateau qui a été construit au 18e et qui naviguait sur le Cher. Hein, c'était un bateau rapide qui faisait du transport entre la Loire et sur le Cher. Quoi. Et il transportait quoi du coup? Il transportait un peu toutes les marchandises, donc tout ce qui se présentait sur la Loire. Hein, et il remontait ça jusqu'à Vierzon.
Jusqu'à Voilà. Vierzon. Et Oui. aujourd'hui, vous êtes basé où alors? Alors aujourd'hui, nous sommes à Savonnières, sur les bords du Cher. Alors, le bord du Cher, c'est pas la Loire. C'est quelques kilomètres de la Loire. Pour ça qu'on s'appelle les bateliers du Cher, mais qu'on navigue au maximum sur la Loire. Et c'est à Caen-de-Saint-Martin que se rejoignent le Cher et... C'est tout faux, ça c'est la Vienne. Et c'est la Vienne. Voilà, c'est perdu. Le Cher rejoint C'était- la Loire à Villandry. À Villandry, évidemment, le château de Villandry. Merci beaucoup, Michel. Alain, un petit mot sur la particularité de Oui, ce bonjour. pillard avec ce mât amovible, ce fameux mât amovible qui permet de franchir. Alors c'est pas une particularité des pillards, hein, c'est une particularité de tous les bateaux de Loire. On a des mâts amovibles, celui-ci fait 12 mètres, donc pour supporter une voile de 70 mètres carrés. Lorsqu'on arrive auprès d'un pont, il faut pouvoir baisser le mât. Donc tous les bateaux de Loire ont des mâts amovibles. Celui-ci se baisse vers l'avant, il y en a d'autres qui se baissent vers l'arrière, mais tous les bateaux ont des mâts amovibles. Quels sont les ponts délicats à franchir sur la Loire? Alors nous, en ce qui nous concerne, on navigue beaucoup sur le bas, sur la Loire du Bas. On a des ponts délicats à Port-Boulet, on a des ponts délicats au Pont de Cé, mais tous les ponts sont délicats de toute façon. Merci beaucoup. On va rentrer dans ce pillard, un pillard du Cher. Merci beaucoup, Alain. On va rencontrer Gérard parce que ce pillard du Cher, il a été construit et fabriqué à partir d'une gravure. Et cette gravure, eh bien, elle est ici. Venez avec moi. Allez, viens Gilles, c'est pas forcément facile. Viens, rentre. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, vous vous êtes inspiré pour la fabrication, la construction de ce pillard du Cher, de cette gravure. Expliquez-nous. De cette gravure, alors on voit le château de Chenonceau sur le Cher. Et au premier plan, on voit 2 pillards. En aval du château. Non, là, ils sont en amont. Ils sont en amont. Ils sont en amont du derrière, château, donc voilà. aval derrière. En amont du château. Donc, à partir de la gravure, on a pris des proportions. On connaissait un peu aussi, mais les proportions et la forme du bateau surtout. L'arrière, l'avant, qui sont différents des bateaux normaux. Et avec les personnages, on a réussi à faire à peu près des proportions. Après, on a fait des images numériques. Et combien de temps de construction? 1 an seulement. 1 an seulement. Combien de personnes pour construire ce bateau? Alors, la coque, elle est métallique, entièrement recouverte de bois. Donc, la partie métallique de moi est en 1 an au total, parce que le bois, on le fait que le samedi dans l'association. Que le samedi. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà Jérémy. Merci. Regardez, c'est majestueux, tous ces bateaux. Jérémy, vous m'entendez? Tous ces Oui, je vous bateaux, entends, je vous écoute, Benoît. C'est exceptionnel, 200 bateaux sur l'eau. Alors Jérémy, je voulais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez combien il y a de bateaux à peu près sur le fleuve Loire, sur la Loire? Là, pour le festival ou tout au long de l'année? Alors, pour le festival, je sais que vous savez, mais Oui. tout au long de l'année, à votre avis? Non, je ne sais pas. Je dirais peut-être, allez, une centaine. Eh bien, il y en a entre 2 et 3 000. Il faut faire J'étais acte très de loin. candidature pour Ouais. venir ici. Et bien évidemment, il y en a très peu qui sont sélectionnés. Il y a même une certaine concurrence, mon cher Jérémy. Très bien, merci Benoît. On va se retrouver dans quelques instants. Vous évoquiez les châteaux il y a quelques minutes. D'ailleurs, le musée de la Marine de Loire est installé en fait dans les écuries d'un ancien château à Châteauneuf-sur-Loire. Pourquoi justement ce musée de la Marine de Loire, Philippe, a été implanté dans cette ville? Parce que c'est déjà historiquement un port de mariniers. Châteauneuf-sur-Loire est une petite ville de 8000 habitants aujourd'hui. Mais ça a été le 4e, 5e port sur la Loire aux alentours de 1800 par exemple. Donc il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens de Châteauneuf qui se reconnaissent comme descendants de mariniers. Donc ce musée avait tout lieu d'être aussi dans Et ce cette site est ville. assez prestigieux. Alors il reste une partie en fait du château. Il y a d'autres parties qui ont été détruites. Cette partie de château présente encore aujourd'hui occupe, on va dire, finalement aujourd'hui c'est la mairie en fait de cette ville de Châteauneuf-sur-Loire. Mais lorsqu'on découvre certaines gravures anciennes, on se rend compte qu'il y avait un jardin à la française qui allait jusqu'au bord de Loire. Hein. C'était splendide. Voilà, oui, on a parlé d'un petit Versailles pour ce qui concerne Châteauneuf et son parc. Alors aujourd'hui, il reste une partie du château, puisqu'une grande partie a été démantelée après la Révolution. Mais il reste encore, là où le musée se trouve aujourd'hui, les écuries du XVIIe siècle. Et je peux dire que je pense que c'est un lieu incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la Marine de Loire, l'histoire des mariniers, la sociologie, comment vivaient les mariniers. Découvrir tout ça aujourd'hui, il faut venir à Châteauneuf, au musée de la Marine de Loire, qui est installé dans ce lieu très beau Voilà, cadre. je tiens
aussi entre les mains en fait le livre, le guide de visite qui permettra aux visiteurs de découvrir toutes les pièces et la collection est très riche d'ailleurs. Oui, on a une collection assez exceptionnelle, je crois, d'un point de vue iconographique, avec des gravures, des faïences de Nevers, une très belle collection. Et puis il y a tous les objets aussi qui ont appartenu aux mariniers. Des objets personnels dont le musée est dépositaire aujourd'hui, qui appartenaient aux familles, et tous ces éléments, ces instruments de navigation également sur la Loire qui sont présentés dans le musée. Et vous évoquez également les épaves, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans quelques instants avec vous Florent, mais avant on va rejoindre Héloïse qui aime partager avec vous, vous le savez, sur France 3 Centre Val-de-Loire, les spécialités gastronomiques du Val-de-Loire et notamment orléanaise avec un grand vinaigrier qui est installé à Orléans depuis 6 générations, Héloïse. Exactement, depuis 1797 précisément. Alors je me frayais un petit chemin au milieu de la foule. Il y a Jean-François qui m'attend. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors on est chez vous, domaine Martin Pourret. Oui, c'est ça, dans la vinaigrerie familiale depuis 1797. Et là on est présent sur ce beau festival. Alors vous me disiez c'est le lieu parfait parce qu'il y a la Loire devant vous. Il y a là où on a déchargé en fait ce vinaigre en fait. Ah, c'est ça tout à fait, on fait un saut dans le passé à l'époque où la Loire était navigable. Donc ces bateaux qui déchargeaient les vins provenant de la vallée de la Loire étaient déchargés à Orléans et les vins qui avaient piqué en cours de route étaient transformés en vinaigre par les artisans locaux. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la maison Martin Pourret à l'époque ? Voilà, tout à fait. Et on a perpétué cette tradition vinaigrière et donc ce respect de la tradition avec, comme vous le voyez derrière, ces tonneaux. C'est dans ces tonneaux qu'on va transformer naturellement notre vin en vinaigre. Et ce procédé de fabrication a donné le nom de la ville d'Orléans. Donc c'est le procédé d'Orléans qui fait cette transformation du vin en vinaigre. Alors aujourd'hui, vous ne faites pas que des vinaigres, il y a aussi de la moutarde, des cornichons. Pourquoi? C'est pareil, ça a un lien aussi? En fait, le vinaigre est un ingrédient important dans tous ces aromates et ces condiments. Et donc, c'est naturellement que aussi on a développé cette moutarde d'Orléans. Donc, c'est une moutarde qui est fabriquée avec le vinaigre d'Orléans, du sel de Guérande et depuis cette année avec des graines du Val-de-Loire. Donc, on est vraiment dans le terroir du Val-de-Loire et on est très fiers de pouvoir proposer cette nouvelle moutarde. Vous, c'est quelque chose de particulier d'être présent ici. Quand les gens viennent vous voir, vous leur dites, voyez, la Loire, c'est là qu'on est né, quoi. Ah, puis c'est exceptionnel, voilà, parce que c'est le tout en un. On ne s'imagine pas ces bateaux, on parle de la loi navigable au Moyen-Âge, mais c'est complètement abstrait. Et là, on voit vraiment qu'il y avait une vraie activité fluviale avec un vrai commerce. Et puis ces quais sur lesquels étaient déchargés les tonneaux. Et puis on voit tout de suite le suivi de cette fabrication du vinaigre d'Orléans. C'est très très concret, effectivement. Tout le monde déambule sur ces quais, sur ces pierres justement abîmées par le passage des tonneaux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre stand. Je vais vous laisser vous occuper un petit peu de tous ces gens qui défilent devant vous. Avec plaisir. Jérémy, je vous dis à tout de suite. Et oui, à tout de suite Héloïse, vous allez me rejoindre sur ce plateau, vous le voyez, qui surplombe le fleuve Royal où l'on vit ensemble cette dernière journée de la 8e édition du Festival de Loire à Orléans. Après les spécialités gastronomiques, on va aller un peu plus en profondeur, c'est le cas de le dire, avec vous Florent Godelaine. Vous êtes membre de projet collectif en recherche pour épaves et naufrages, puisqu'il y a 2 ans vous avez fait une découverte quand même incroyable, il faut le souligner. Repose au fond de l'eau à Langeais l'épave d'un chaland du XVIIIe siècle. Que s'est-il passé à l'époque? Il y avait vraiment ici du courant pour que les bateaux en fait puissent s'échouer ou couler carrément? Alors, il est vrai qu'au niveau donc, des épaves, on peut avoir des problèmes de vent, des problèmes de crue, les glaces également, les pieux, les bâtons de quartier, les pierres, tout ça. Tout ça, ce sont des causes de naufrage finalement. Dans le cas de celui de Langeais, il s'agit du vent, un vent assez puissant a priori, qui a fait que le bateau s'est engravé sur des pieux. Oui. Un bâti de pieux, comme ça a été dit. Et donc l'épave est datée donc, du 5 mars 1795, ce qui va correspondre au calendrier révolutionnaire républicain du 15 Ventose en 3. Alors on a quelques photos de cette épave, puisqu'il y a des fouilles archéologiques qui ont été menées dans la foulée, juste après cette découverte. Dans quel état est-elle cette épave? Alors l'épave, elle a été signalée en 2014 et ça a permis de générer une fouille programmée autorisée
de façon à pouvoir faire la fouille. Et c'est pourquoi donc le PCR, que vous avez nommé donc tout à l'heure, a pu intervenir, qui va regrouper donc des géographes, des historiens, bien sûr les archéologues. Et du coup, l'épave était à peu près bien constituée finalement. Et au jour où je vous parle, finalement, elle est plus démembrée qu'elle n'a été. Est-ce que vous avez fait de belles découvertes? Est-ce qu'il y a des pièces importantes que vous avez pu renflouer? Alors, il s'agit de quelque chose d'assez exceptionnel comme épave. Parce qu'habituellement, on trouve des épaves de tuffeau et d'ardoise. Là, on a des boulets de canon. Donc, c'est assez exceptionnel. Et le fait le plus rare, quasiment, c'est qu'on a pu retrouver le procès-verbal de naufrage. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire le lien vraiment entre l'épave et ce qui s'est passé à l'époque. C'est assez rare. En général, on n'a peut-être pas le document en fait. En principe, soit on trouve l'épave, soit on trouve le document, mais faire le lien entre les deux, c'est très difficile. Donc là, on a pu établir le lien entre les deux. Et si les boulets de canon sont restés au fond de l'eau, c'est parce qu'ils sont lourds et les pilleurs ne sont pas passés par là, parce que c'était difficile à renflouer? Alors, habituellement, l'idée, c'est que lors d'un naufrage, les mariniers récupèrent la marchandise. Là, ils ont pu en récupérer une partie, mais comme le bateau a coulé vraiment à fond, quasiment rien. Donc les boulets sont restés au fond, avec les caissons d'artillerie finalement. Tout ça à destination des arsenaux du Ponant, Brest et Rochefort. Est-ce qu'il n'y a pas eu de blessés, de morts en fait? Est-ce que ça, on le sait dans le procès verbal par exemple? Est-ce qu'il y a eu des blessés ou des morts? Non, là ça n'a pas été signalé. On sait par contre que les boulets, le transport militaire est à destination, comme je vous disais, donc des arsenaux ponantais et de Carrier qui est à Nantes, qui est, on va dire, le républicain qui, on va dire, sanguinaire, puisqu'il finalement, dans le cas donc de bateaux, il fait des noyades finalement. Est-ce qu'on peut mesurer le nombre d'épaves qui sont présentes dans le fleuve? Très difficile parce qu'en fait on en retrouve finalement lorsque la Loire est basse à l'été. Certaines sont signalées de longue date, d'autres réapparaissent quelque part, ou d'autres sont signalées finalement plus récemment. On en a une autre qui a été signalée du côté de Gênes, il y a à peu près un mois de ça, de tuffeau essentiellement, elle date a priori du deuxième moitié du 19e siècle. Donc on a des épaves qui sont signalées assez régulièrement. Pour ça, en fait, il faut que les riverains, les personnes qui vont les trouver, les déclarent en mairie, en service public, ou gendarmerie, ou SRA finalement. Alors on a des images aussi d'une autre épave, ça va sûrement vous parler évidemment, c'est à Saint-Satur dans le Cher, une épave il semblerait, alors c'est juste à côté de Sancerre, une épave qui est vieille de 500 ans. Oui, a priori 14e, 15e siècle, plutôt 15e siècle, effectivement, transportant les ardoises de mémoire. Ça vous le partagez justement, Philippe, au musée de la Marine de Loire, cette page de l'histoire qu'on a peut-être tendance à oublier parce que lorsqu'on voit le fleuve comme ça, on ne peut pas s'imaginer en fait ce qu'a vécu ce fleuve royal avec ces nombreux bateaux qui parfois en fait étaient en danger. Oui, c'est le problème quand on parle de l'histoire de la Loire, on pense aux châteaux, aux cathédrales, peut-être les monuments qu'on voit. Peu quand même à toutes ces choses qui ont existé aussi, et c'est ça qu'on veut faire connaître, c'est cette vie des mariniers, ces choses qui sont arrivées, et donc nous on travaille aussi là-dessus pour recenser ce qui a pu s'arriver, ces événements. On a un centre de documentation au musée qui permet aussi de retrouver ces archives, voilà, pour attester de choses qu'on trouve aujourd'hui de visu. Donc tout ça, c'est notre travail aussi de faire remonter tout ça. De faire connaître et de partager avec le public. Et d'ailleurs, donc l'étude qui a été menée sur l'épave de Langeais va être rendue publique en 2018 avec notamment la construction d'une maquette en fait de cette épave. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans 2 ans, on va dire, il y a un projet d'exposition. On parlait du musée de la Marine de Loire à Châteauneuf. On a des liens dans le cadre du PCR avec Châteauneuf puisque on travaille étroitement. Et du coup, il y a un projet d'exposition qui interviendrait à l'horizon de 2 ans finalement. Très bien, on suivra ça de très près évidemment. Merci d'avoir été avec nous sur France 3 Centre Val de Loire. On arrive à la fin de cette émission en Facebook Live en direct. Restez avec nous puisqu'on a une petite surprise pour vous. Vont nous rejoindre Héloïse et Benoît qui ont partagé avec vous, vous l'avez vu depuis 15h45, les traditions et le savoir-faire de la Marine de Loire. Allez-y, venez, merci d'être là, merci d'avoir participé à cette émission exceptionnelle. Bravo, bravo, ça va Héloïse, vous avez tenu le choc parce qu'il y a des milliers de visiteurs quand même, il faut le souligner pour les téléspectateurs qui n'ont pas la chance d'être avec nous ici à Orléans, quai du Châtelet. Vous étiez dans une ambiance quand même incroyable. Le public était assez d'ailleurs
épaté finalement de voir la multitude d'activités qui sont proposées ici. Hein. Oui, mais c'était dense, hein. Il y a énormément de monde, vraiment énormément de monde. La déambulation était un petit peu difficile pour moi et au passage j'ai perdu ma voix, c'est parfait. Mais on vous entend encore avec plaisir. Le concert d'Olivier Ruiz, énormément de monde devant la scène, c'est vraiment assez impressionnant. Je sais que vous aimez le chocolat et que vous aimez les femmes en chocolat. Oui, le chocolat, oui. Les femmes en chocolat, un peu moins, mais le chocolat, oui. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On arrive donc à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de France 3 pour revoir l'intégralité de nos programmes. Et tout à l'heure, donc, puisque vous êtes en direct sur Facebook Live, à 17h55, vous allez pouvoir revoir évidemment le moment qu'on a vécu tous ensemble ici, la grande parade pavoisée de cette 8e édition du Festival de Loire. Excellente fin de journée. Merci Jérémy. Et bravo à toutes les équipes techniques évidemment qui nous ont permis de réaliser cette très belle émission. On peut les applaudir. À très bientôt. À très bientôt sur France 3. Au nom de la marine de Loire, il y avait deux ports en Orléans où s'entremêlaient les amarres, des salambardes ou des chalands. On les voyait de Saint-Rambert, de bois de charbon à l'eau. On les croisait de Saint-Nazaire, chargés de sel, point blanc que gris. Jérémy tout seul. Jérémy tout seul, d'accord. C'est un teaser de quoi? Oui. Je vais faire une répète On va peut-être enlever les bouquins. Mais attendez, on fait une photo à 3 après. On laisse les livres. Anne, tu peux faire la photo s'il te plaît?